Nous arrivons dans cette vidéo aux notions centrales de ce chapitre, les notions de dérivée partielle et de gradient, qui sont en fait les notions qui vont permettre de généraliser la notion de dérivation aux fonctions à deux variables. L'idée de base, elle est vraiment basique. Elle est que si jamais on considère une quantité qui dépend de deux variables x et y, et qu'on ne sait dériver que par rapport à une seule variable, eh bien une idée simple qu'on pourra toujours faire, c'est de fixer une des deux variables, par exemple ici, mettons qu'on fixe y, et de ne faire varier que l'autre variable, mettons ici qu'on ne fasse varier que la variable x. On obtient donc alors une fonction d'une seule variable qu'on va noter ici dans ce cours, la fonction f indice point, virgule, y, pour signifier que y est fixé, et qu'on ne fait varier que la première variable symbolisée ici par un point rouge. Cette fonction, donc, puisqu'elle ne dépend que d'une seule variable, ça a tout à fait du sens de dire qu'elle est dérivable ou qu'elle ne l'est pas. Et si jamais elle est dérivable, eh bien on peut considérer sa dérivée. Pour tout x, ce qu'on va appeler cette fonction prime de x, eh bien c'est quelque chose qu'on va pouvoir exprimer avec des notations qu'on connaît déjà, à savoir d sur dx de la quantité f de x, virgule, y. Cette quantité-là, que l'on vient d'écrire, on va lui donner une nouvelle notation. On va l'appeler d rond f sur d rond x, et d rond f sur d rond x de x, virgule, y. En effet, c'est une quantité qui dépend des deux. Elle dépend de x, bien évidemment, puisque c'était notre variable de dérivation, mais elle dépend aussi de y. En effet, y était une quantité qui était fixée au moment de la dérivation. Mais il n'empêche que, en fait, ce travail qui a été fait, il est valable quel que soit y que choisi initialement, ce qui fait donc qu'a posteriori, on obtient bien une quantité qui dépend aussi de y. Donc, la fonction d rond f sur d rond x, c'est aussi une fonction à deux variables qui est définie de la manière suivante. À un couple x, y, elle associe, comme on vient de le dire, d sur dx de la quantité f de x, virgule, y. Bien évidemment, en fait, ce travail qu'on a fait en fixant y, on peut faire le même en fixant x. Ça va donner la chose suivante, on va définir la fonction suivante qu'on va appeler f indice x, virgule, point, et qui a y associe f de x, virgule, y. Vous remarquez que donc ici, c'est x qui a été fixé. Même chose, si cette fonction est dérivable, alors pour tout y, on peut définir cette fonction prime de y, qui est définie comme étant d sur dy, de la quantité f de x, virgule, y. Cette quantité, on va la noter d rond f sur d rond y de x, virgule, y. Ça nous donne donc la définition d'une deuxième fonction, d rond f sur d rond y, qui est aussi une fonction à deux variables, et qui est obtenue en dérivant par rapport à y, la quantité f de x, virgule, y. Ce sont ces deux fonctions-là, d rond f sur d rond x d'une part et d rond f sur d rond y d'autre part, que l'on appelle les dérivées partielles de f. Dérivées partielles par rapport à sa première variable à gauche et par rapport à sa deuxième variable à droite. Au-delà de cette définition, comprenons maintenant la signification géométrique de ces objets. Imaginons qu'on considère une fonction à deux variables, représentée ici par son graphe en violet sur le dessin de droite. On va fixer un point de son ensemble de départ qui est ici représenté à gauche, c'est le plan. Pour bien montrer que ce point est fixé, on va le noter non pas xy, mais x0, y0. Ça nous permettra d'utiliser les lettres x et y comme variables. Bien sûr, sur le dessin de droite, on retrouve un x0, y0, ici, sur le plan qui représente l'ensemble de définition, et son point du graphe correspondant ici. Dans cette situation, qu'est-ce que c'est d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y en ce fameux point x0, y0? Pour le comprendre, il faut en fait refaire le cheminement qu'on a fait précédemment. Commençons par d rond f sur d rond x. Pour cela, dans l'ensemble de départ, on va, entre guillemets, fixer y, c'est-à-dire ne regarder que les points dont l'ordonnée vaut exactement y0. Il s'agit géométriquement des points de cette droite bleue. Quand on fait varier x, eh bien, on coulisse horizontalement sur cette droite. De là, sur le dessin de droite, maintenant, on ne va considérer les valeurs de f que sur cette droite-là. Ça correspond à ne regarder que cette courbe-là, en bleu, qui est bien la courbe d'une brave fonction de R dans R. Regardez, on va pivoter un peu pour bien la voir comme on a l'habitude, avec x en abscisse qu'on imagine sur son axe bleu qui court vers la droite de l'écran. C'est cette fonction qu'on avait appelée tout à l'heure f indice point, virgule, y0. Maintenant, d rond f sur d rond x au point x0, y0, c'est, par définition, la dérivée de cette fonction en x0, c'est-à-dire graphiquement la pente de la droite tangente à la courbe, ici dessinée en rouge. Alors là, cette pente, elle est positive, elle vaut à peu près 1,5, mettons. Donc voilà, ici, d rond f sur d rond x au point x0, y0 vaut 1,5. Passons à d rond f sur d rond y. Cette fois-ci, dans l'ensemble de départ. Revenez sur le dessin de gauche. On fixe x égale x0. C'est-à-dire qu'on ne regarde que les points de cette droite en vert.
Faire varier y correspond alors à coulisser verticalement sur cette droite. Maintenant, sur le graphe de f à droite, on ne regarde f que sur ces points. Ce qui nous ramène à cette courbe-là, en vert. Elle aussi, il faut un peu pivoter pour la voir comme une fonction de R dans R avec Y en abscisse qui court vers la droite de l'écran. Cette fonction, c'est la fonction qu'on avait appelée tout à l'heure f indice x0, virgule, point. De là, d rond f sur d rond y en x0, y0, vous l'avez compris, c'est la dérivée de cette fonction en y0, c'est-à-dire la pente de cette droite rouge. Alors là, cette pente, elle est positive, mais petite, mettons un huitième. Donc voilà, le d rond f sur d rond y au point x0, y0 pour cette fonction qu'on a représentée vaut ici à peu près un huitième. En conclusion, d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont des fonctions qui donnent, en chaque point de l'ensemble de départ, la vitesse de variation locale de f quand on se déplace au voisinage du point, selon les deux directions fondamentales de cet ensemble de départ, c'est-à-dire horizontalement, en fait plus exactement de gauche à droite, et verticalement, de bas en haut. À ce stade du cours, il est important qu'on parle un peu des notations. Quand on écrit cette chose-là, d rond f sur d rond x, il y a quelque chose qui peut légèrement choquer, c'est ce x. Puisque d rond f sur d rond x, comme on l'a dit, c'est une fonction, or ce x fait référence au nom d'une variable. Or, en mathématiques modernes, c'est un principe très important, on a parfaitement dissocié la notion de fonction de, ensuite, les variables auxquelles on applique les fonctions. Par exemple, on a beaucoup insisté sur le fait que cette fonction-là, la fonction qui a xy associe, mettons, y exponentielle x, c'est exactement la même fonction que celle-ci qui a un couple uv associe, v exponentielle de u. Du coup là, il faut faire un peu attention. Quand on écrit ce genre de quantité, il faut bien dissocier le x qui est ici en rouge du x qui est ici en bleu. Ils n'ont strictement rien à voir. Le premier, il est en fait ici en train de dire qu'on fait la dérivation de f par rapport à sa première variable, c'est ça qu'il signifie, alors que le x de droite, ça n'a rien à voir, c'est l'argument de la fonction. Même chose sur d rond f sur d rond y, il faut bien dissocier cet objet-là qui est donc la fonction, la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième variable, c'est ça que signifie la lettre y, deuxième variable, deuxièmement, ces choses-là qui sont ce à quoi on applique cette fonction. D'ailleurs, on peut parfaitement appliquer une fonction du type d rond f sur d rond x à quelque chose qui n'a rien à voir avec une variable x ou même y. Par exemple, si t désigne un réel, on peut parfaitement appliquer cette fonction à, mettons, 2t carré, virgule exponentielle de t. Ça, c'est bien un couple de réels comme les autres, et pareil pour d rond f sur d rond y. Ces deux notations-là, donc, qui désignent les dérivées partielles de f par rapport à sa première et sa deuxième variable, ce sont des notations légèrement abusives, et d'ailleurs les mathématiciens ne les aiment pas beaucoup. Alors, dans les domaines des mathématiques qui sont proches de la physique, on les utilise tout de même pour être en phase avec les physiciens, mais dans les domaines des maths qui sont plus éloignés de la physique, les mathématiciens préfèrent souvent d'autres notations, comme par exemple celle-ci, d rond indice 1 de f pour signifier la dérivée de f par rapport à sa première variable. Vous voyez là, ça ne fait référence à aucun nom de variable. Ou symétriquement, d rond indice 2 de f pour désigner d rond f sur d rond y. Il existe aussi une autre notation qui est celle-ci. Regardez, f indice entre parenthèses 1,0, pas indice pardon, exposant 1,0 pour dire qu'on dérive une fois par rapport à la première variable et 0 fois par rapport à la seconde. Vous voyez, ça c'est vraiment une notation très en phase avec la notation f' et puis la notation des dérivées km qu'on connaît sur les fonctions à une variable. Et puis bien évidemment symétriquement cette notation là pour dire qu'on a dérivé une fois par rapport à la deuxième variable et 0 fois par rapport à la première. Bon alors nous en PCSI on va utiliser ces notations d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y, mais justement il faut qu'on apprenne par des exemples à ne pas se laisser abuser par ces notations. Voici un premier exemple, une fonction, la fonction qui a x, y associe x fois y plus x2 moins y3. C'est une fonction pour laquelle toutes les dérivées partielles vont être définies sur R2 puisqu'elle ne fait intervenir que des fonctions de classe C infinie, donc pas de problème. Imaginons que pour tout x, y appartenant à R, on veuille calculer cette quantité-là, d rond f sur d rond x de x, y. C'est le cas facile. Par définition, cette quantité-là, elle est obtenue en fixant y et en dérivant par rapport à x l'expression qui définit f de x, y. Ça donne le résultat suivant, y plus 2x. OK. Maintenant, deuxième calcul, imaginons qu'on veuille calculer d rond f sur d rond y, mais de cette chose-là, 2t carré, virgule exponentielle de t, où t désigne un réel. Ce calcul-là, il doit être fait en deux fois, puisque d'abord, il faut comprendre ce qu'est cette fonction-là, d rond f sur d rond y, puis ensuite l'appliquer en 2t carré exponentielle de t. Donc, d rond f sur d rond y, pour comprendre quelle est cette fonction, eh bien, on calcule d rond f sur d rond y de
x, y, où x et y désignent donc deux réels quelconques, et ça, c'est le cas facile. Pour faire ce calcul, on fixe x et on dérive par rapport à y, et ça donne le résultat suivant, x moins 3y2. Une fois qu'on l'a maintenant, on va mécaniquement remplacer x par 2t carré et y par exponentielle de t, et ça nous donne ce résultat-là. Voilà, maintenant que vous avez compris la mécanique de calcul, voici une deuxième fonction et deux petits exemples de calcul que vous allez faire vous-même. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors pour le premier exemple, le premier calcul, c'est ce qu'on vient de faire. On fait le calcul en deux fois. D'abord, il faut qu'on détermine cette fonction-là. Alors là, regardez, on va l'écrire proprement. Cette fonction-là, c'est en rouge. Cette fonction qui à xy associe y carré fois cos de xy au carré. Pour l'obtenir, on a fixé y et dérivé par rapport à x. Et donc, cette fonction-là, on l'applique en 3t, e de t. Ça nous donne cette chose-là par substitution, OK. Deuxième calcul, plus piégeux, mais même chose. Il faut d'abord commencer par déterminer cette fonction-là, d-f sur d-y. Là, même chose, on va l'écrire avec la notation fonctionnelle en mathématiques. C'est cette fonction-là, la fonction qui a un couple xy associe cette expression-là pour obtenir, on a fixé x et dérivé par rapport à y. Et donc, là, maintenant, cette fonction, on l'applique en exponentielle de xy, virgule x2. Et oui, c'est là où c'est particulièrement piégeux, puisque ça consiste à remplacer x et y par des choses qui elles-mêmes font intervenir des variables x et y. Donc il faut le faire bien proprement, et quand on le fait, on obtient ce résultat-là. Vérifiez bien que vous avez obtenu exactement ce résultat-là. Bon, maintenant, remarque très importante. Vous remarquez que pour obtenir ce résultat, on a d'abord dérivé, puis appliqué en exponentielle de xy, virgule x2. Que se passe-t-il si on fait l'inverse ? Si, par exemple, on commence par appliquer la fonction en exponentielle de xy, virgule x2, ça nous donne cette chose-là, et que après avoir fait ça, on dérive par rapport à y. Faisons-le, vous allez voir, c'est intéressant. Vous voyez, dans ce calcul, c'est la dérivation d'une fonction du type sinus de u. Donc ça nous donne cosinus de u fois u'. Ici, il faut qu'on dérive ce qu'il y a à l'intérieur du sinus par rapport à y, bien sûr. Donc x étant une constante, ça nous donne x4, qui est une constante multiplicative, fois ensuite, x exponentielle de xy. On a dérivé par rapport à y. Vous voyez que ce résultat qu'on obtient n'est pas le même que celui qu'on avait obtenu en faisant l'inverse, en dérivant, puis en appliquant en exponentielle de xy, virgule x2. Donc, vous voyez qu'il faut faire vraiment très attention. Cette quantité-là qui est obtenue en d'abord dérivant par rapport à la deuxième variable, puis en appliquant, n'est pas du tout la même qu'on obtient en faisant le contraire ici, c'est-à-dire d'abord appliquant, puis en dérivant. En fait, le seul cas où cette égalité-là, elle est vérifiée, c'est le cas où vous faites un calcul en très exactement x, virgule, y. On arrive maintenant à la notion centrale, non seulement de cette vidéo, mais en fait de tout le chapitre, donc là, concentrez-vous bien. On considère donc une fonction f qui est définie sur un domaine de R2 qu'on note df est à valeur dans R. Et on va noter un autre domaine de R2 qu'on va appeler d'f, l'ensemble des couples sur lequel les deux dérivées partielles de f sont toutes les deux bien définies. De là, pour tout couple xy appartenant à ce domaine, on va noter le gradient de f. Alors, vous voyez, il est noté de cette manière-là avec un symbole delta inversé ici. Ça, pour information, c'est une lettre inventée qui se lit nabla. Vous voyez, ça se lit aussi nabla f. Mais bon, bref, donc le gradient de f en xy comme étant un vecteur de R2 dont la première composante, c'est d rond f sur d rond x en xy et la deuxième, c'est d rond f sur d rond y en xy. De cette manière-là, on est en train de définir donc une fonction nabla f que l'on appelle donc le gradient de f, qui est une fonction qui est définie sur un domaine de R2 et à valeur dans R2, et qui par définition, à chaque couple xy, donne les deux informations, la dérivée de f non seulement par rapport à la première variable, mais aussi par rapport à la deuxième variable. Pour comprendre pourquoi on a posé cette définition, il faut revenir au dessin. Construisons le gradient de cette fonction au point x0, y0 qu'on s'était fixé tout à l'heure. Le gradient est un vecteur de R2, donc c'est sur le dessin de gauche que ça se passe, là où on représente l'ensemble de départ. Sa composante horizontale, par définition, c'est d rond f sur d rond x en ce point. Tout à l'heure, on avait vu que c'était environ 1,5. Sa composante verticale, c'est d rond f sur d rond y. En notre point, on avait vu que ça valait à peu près 1/8. Donc, notre gradient, il est ici.
Alors là, vous voyez qu'on fait partir la flèche de notre vecteur, non pas de l'origine, mais du point x0, y0. C'est juste un standard de représentation quand on représente un gradient, un standard qui est commode pour représenter à la fois le gradient et le point en lequel on le calcule, qui est donc choisi comme étant le point d'origine du vecteur. En tout cas, toujours est-il que voilà, notre gradient, on le retrouve bien sûr sur la figure de droite, ici. On pourrait alors se demander à quoi sert ce vecteur? Eh bien, regardez, c'est maintenant qu'on va observer quelque chose de géométrique très intéressant et qui va nous faire comprendre tout l'intérêt de cette notion. Imaginons, regardez la figure de gauche, qu'on s'intéresse à f au voisinage de notre point, mais précisément dans la direction indiquée par le gradient, autrement dit sur cette droite, là, en rouge, et dans le sens du gradient. Eh bien, sur la figure de droite, au niveau des valeurs de la fonction, ça nous fait partir dans cette direction-là. Regardez le vecteur en rouge, là. Alors, on le voit mieux par-dessous. Donc, c'est une direction, un vecteur qui se trouve être la direction selon laquelle la fonction augmente le plus au voisinage du point. La direction qui donne la pente la plus montante, entre guillemets. À l'inverse, si dans l'ensemble de départ, on se déplace dans la direction opposée au gradient, eh bien, sur le graphe, on prend la pente la plus descendante, celle de ce vecteur en orange. Ce principe est très général. Alors pour le moment dans cette vidéo, on se contente de le constater sur la figure, mais on reviendra dessus de façon rigoureuse dans une prochaine vidéo avec la notion de développement limité à l'ordre 1 au voisinage d'un point de R2. À ce moment-là, tout deviendra limpide. Dernière chose, pour éviter toute confusion, ce vecteur-là, qui est un vecteur de R3, on l'a représenté sur la figure parce qu'il est très parlant. On l'imagine très bien, hein, si on se voit marcher à flanc de colline, il nous indique le sens de la montée maximale là où on est. Mais attention, ça n'est pas lui le gradient. Le gradient, c'est lui. C'est un vecteur de R2 qui vit dans l'ensemble de départ et qui indique, d'une part, la direction à prendre dans cet ensemble de départ pour que f augmente au maximum. Et puis d'autre part aussi, par sa norme, la valeur de la pente maximale. En fait, plus le gradient est grand en norme, plus la pente est élevée. Mais ça, on y reviendra plus tard. D'un point de vue pratique, calculer des gradients, c'est pas compliqué. Regardez, prenons la fonction qu'on a considérée tout à l'heure. C'est une fonction dont les dérivées partielles sont bien définies sur R2, hein, pas de problème. Et pour tout couple XY appartenant à R2, le gradient de f en XY, pour l'obtenir, c'est pas compliqué. La première composante, c'est on dérive par rapport à X, l'expression précédente. Et la deuxième composante, on dérive par rapport à Y, voilà, c'est tout. À partir de là, on peut très bien calculer des valeurs de ce gradient en des points particuliers. Par exemple, en l'origine, c'est le vecteur nul. Ou encore au point 1,1, c'est le vecteur 3, moins 2. On peut très bien représenter graphiquement un gradient. Pour faire cela, on prend en fait un maillage de points d'un domaine de R2 et en chaque point de ce maillage, on trace le gradient comme on l'a fait tout à l'heure. Regardez, ça va donner ce type de choses-là. Alors là, le domaine de R2 qu'on a regardé, au niveau de l'axe des abscisses, on s'est mis entre moins 1 et 1. Et même chose au niveau des ordonnées, on s'est mis entre moins 1 et 1. Et donc, en chaque point, on a tracé le gradient. Ce type de représentation, ça porte un nom. Ça s'appelle un champ de vecteurs, parce que ça fait un petit peu penser à ce qu'on observe en regardant un champ de blé. Alors, au passage, on peut retrouver donc des valeurs qu'on a déjà calculées. En l'origine, oui, c'est le vecteur nul, ok. Et puis, au point 1, 1, c'est donc ce vecteur-là. Voilà le gradient en 1, 1, qui est donc le vecteur 3, moins 2. Alors, c'est pas tout à fait le vecteur 3, moins 2, parce qu'on a un peu triché. Comme les gradients, ils étaient trop longs, on a divisé leur longueur tous par 10. Donc, vous voyez, le vecteur, il est plus petit que le vecteur 3, moins 2, mais bon, on obtient bien un vecteur qui est proportionnel au gradient 3, moins 2. On va terminer cette vidéo avec ce deuxième exemple que vous allez traiter vous-même. Il se trouve que c'est un exemple assez fondateur. Mais bon, bref, c'est la fonction qui a xy associe x2 plus y2. Alors, on peut tout de suite remarquer que cette quantité x2 plus y2, on peut l'interpréter en termes de norme. Il s'agit de la norme au carré du vecteur de R2 xy. Cette interprétation aura de l'importance à la fin quand notamment on verra à quoi ressemble un peu cette fonction et qu'on interprétera ce qu'on a obtenu. Alors voici l'énoncé. Déterminer le gradient de f, bon ça c'est la partie facile, et puis partie beaucoup plus difficile, en déduire l'allure du champ de vecteurs associé dans un domaine raisonnable autour de l'origine. Alors quand on dit domaine autour de l'origine, mettons qu'on se fixe un petit maillage de points voilà, autour de ça. En fait, vous allez voir qu'en calculant ce gradient sur quelques points ici de ce maillage, ça nous donne déjà une bonne idée de l'allure du champ de vecteurs, ça suffit. Petit conseil, au lieu de dessiner les gradients, dessinez plutôt quelque chose qui est proportionnel au gradient avec, moi je vous conseille un facteur 1/4 parce que souvent les gradients c'est des vecteurs qui
sont trop grands et ça a tendance à donner des figures qui sont ininterprétables. Bon, bref, mettez pause dans la vidéo, faites ce petit exercice et on corrige juste après. Alors, allons-y pour la correction. Pour tout couple xy, le gradient de f en xy, il donne ça, 2x, 2y, et voilà. Maintenant, passons donc au champ de vecteurs. On va commencer par le point le plus simple, l'origine, et il se trouve que le gradient de f en l'origine, c'est le vecteur nul. Ok. Ensuite, imaginons qu'on se déplace, en partant de l'origine, vers la droite. Il se trouve qu'on obtient ce comportement-là, des vecteurs qui eux-mêmes, en fait, des gradients qui partent vers la droite et qui sont de plus en plus grands quand on s'éloigne de l'origine. Par symétrie, même chose à gauche. Ensuite, quand on part de l'origine et qu'on se déplace verticalement, en fixant x égale à 0 et en faisant varier y, on obtient ce comportement-là et le comportement symétrique en partant vers le bas. Sur les diagonales, ça donne cette chose-là, voilà. Également, on obtient une symétrie. Et puis ensuite, on complète le maillage avec ces points-là. Voilà l'allure du gradient de f. On comprend alors que du coup, cette fonction f, c'est une fonction qui augmente quand on s'éloigne de l'origine. C'est exactement ça que signifie ce champ de vecteurs. Ce qui est tout à fait logique puisque la norme d'un vecteur, elle vaut 0 en 0. Et plus le point s'éloigne de l'origine, oui, plus sa norme grandit. Si jamais on représente le graphe de la fonction f, on obtient cette chose-là qui est tout à fait logique avec notre champ de gradient, puisque la fonction f, elle vaut 0 en 0, et ensuite, quand on s'éloigne de 0, tout d'abord la fonction augmente, et elle augmente de plus en plus, ce qu'on observe bien en voyant les gradients, puisque les gradients ont des normes qui sont de plus en plus grandes quand on s'éloigne de l'origine.